On a tendance à faire l'amalgame entre soins palliatifs et fin de vie. Donc une unité de soins palliatifs, c'est certainement pas la dernière demeure de nos patients. On entend en plus actuellement énormément la loi sur la fin de vie. On a tendance du coup à résumer les soins palliatifs par cette fenêtre-là. Or, ça nous dessert et ça dessert également les patients parce que du coup, on se cantonne sur les quelques derniers jours de vie. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Moi, je suis médecin à Amiens. J'étais formée à Amiens et donc j'ai fait une formation initialement en médecine générale et puis rapidement, pendant mon internat, j'ai découvert la discipline des soins palliatifs. Et j'ai vite compris que ça serait une vocation et donc je me suis spécialisée dans ce domaine. Donc j'ai pu faire à Amiens au CHU et puis ensuite j'ai fait du soin palliatif à domicile pendant une petite dizaine d'années. Et puis donc là, il y a 5-6 ans, j'ai eu l'opportunité de prendre la chefferie des soins palliatifs à Amiens. Qu'est-ce que le service d'unité de soins palliatifs ? Alors, il faut savoir que les soins palliatifs sont organisés sur le territoire de façon un petit peu différente selon la région dans laquelle on se situe. L'objectif, c'est qu'il y ait quand même toujours une équipe experte qui soit disponible lorsqu'on en a besoin, que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Donc, pour notre part, sur Amiens, il y a l'équipe mobile de soins palliatifs au niveau de l'hôpital, il y a les réseaux de soins palliatifs à domicile, et puis il y a les unités de soins palliatifs. L'objectif, c'est qu'il y ait une unité de soins palliatifs par département en France. Donc là, aujourd'hui, on va parler davantage de cette structure. C'est un service qui répond aux obligations institutionnelles des hôpitaux, mais avec des règles assouplies. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, donc c'est un petit service avec uniquement 10 lits, donc que des chambres seules, avec la possibilité d'avoir, par exemple, l'animal domestique qui puisse visiter son maître, le patient. Un service qui est particulièrement organisé pour laisser de la place aux familles. Donc, par exemple, le proche va pouvoir dormir avec le patient, ou alors dans une salle des familles, dans le service, mais un petit peu séparé. Il y a un salon et une salle des familles pour qu'ils puissent, pareil, partager un repas le dimanche ou même célébrer des fêtes familiales. Tout est pensé, voilà, un petit peu pour qu'il y ait des soins privilégiés pour le patient, mais qu'il y ait la place aussi pour toute sa famille. Parce que l'unité, c'est avant tout un lieu de soins, mais aussi un lieu de vie. Et donc voilà, c'est pensé un petit peu comme ça. Et puis l'autre singularité du service, c'est aussi qu'on va privilégier les thérapeutiques non médicamenteuses. Donc nous avons dans l'équipe des professionnels formés, type médiatrice canine pour notre psychologue. Les aides-soignantes sont formées aux soins de balnéothérapie, de toucher-massage. Il y a également une socio-esthéticienne qui intervient, financée par la Ligue contre le cancer et puis notre association. Il y a un musicothérapeute aussi qui propose ses services aux patients et à la famille, de sorte qu'on puisse avoir une réponse pluridisciplinaire à l'ensemble des besoins du patient. Quelles sont les missions principales de l'unité ? Alors, unité de soins palliatifs, déjà, on a tendance à faire l'amalgame entre soins palliatifs et fin de vie. Donc, une unité de soins palliatifs, c'est certainement pas la dernière demeure de nos patients. L'indication, ça va être, il y a 3 indications. Et par-delà, c'est important de le préciser, c'est que donc on peut venir effectivement lorsqu'on est très atteint d'une maladie et qu'on est très altéré, qu'on peut pas rester à la maison jusqu'à la fin de sa vie. Et l'autre motif, ça sera de traiter des symptômes réfractaires ou difficiles à être maîtrisés par le médecin traitant. Et enfin, dernier symptôme, c'est lorsque l'aidant familial principal à la maison est épuisé et donc le patient vient faire un petit séjour de 2-3 semaines à l'unité. D'accord. Donc on voit que le service est un service de court séjour. Ça n'est pas comme une EHPAD où il y a uniquement des personnes âgées, par exemple. L'unité n'a pas de critères d'âge. On peut venir à n'importe quel âge du moment qu'on soit en situation de maladie évolutive, qu'on ait un besoin particulier comme on a énuméré, et puis donc derrière d'avoir un projet ensuite pour pouvoir se servir de l'unité comme d'un tremplin. Quels sont vos critères d'entrée dans le service et qui peut en faire la demande ? Vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement, c'est selon des critères. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que 10 lits. Et donc, pour la Somme, c'est vrai que c'est peu. Donc, on est obligé de sélectionner et de répondre à des critères d'admission. Donc, la demande, elle est formulée par un médecin, quel qu'il soit. Donc, en général, c'est le médecin référent du patient à ce moment-là. Et puis, donc, il fait une demande informatisée, présentant un petit peu son patient. Et ensuite, moi, je vais le contacter par téléphone pour pressentir un petit peu quels sont les besoins et si ce patient-là est éligible à l'admission.
D'accord, donc si une famille ou un patient souhaite rentrer en unité de soins palliatifs, il faut qu'il en réfère à son médecin référent. Oui, tout à fait. Qui compose votre équipe de soins et comment collaborez-vous autour du patient? Alors l'autre particularité de notre unité, c'est qu'en soins palliatifs, on est sur une hiérarchie horizontale, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir, alors certes la responsabilité est médicale au bout du bout, mais on va avoir un partage des connaissances et une considération des uns et des autres, parce que on ne fait pas du soin palliatif seul. Le soin palliatif, c'est pluridisciplinaire, et donc par exemple le médecin va s'inspirer des propos tenus par l'aide-soignante qui aura fait la toilette le matin même et qui aura dit tel patient est douloureux aux soins, il faudrait revoir le traitement. Je vais m'inspirer de l'entretien de la psychologue, par exemple, pour adapter mes traitements. Parce que quand on est douloureux et atteint d'une maladie grave, ça peut peut-être angoisser, et donc l'angoisse majore le ressenti douloureux, et donc c'est important qu'on ait les différents regards des différents professionnels. Donc dans l'équipe, à l'unité, il y a donc médecin, infirmière, aide-soignante, il y a bien sûr une cadre, il y a la psychologue, et puis il y a différents professionnels qui gravitent autour, donc la secrétaire, et on a aussi un temps de kiné et un temps d'assistante sociale, pour à peu près répondre à l'ensemble des besoins du patient. Quelles sont pour vous les qualités requises pour travailler au sein de l'unité des soins palliatifs? Alors initialement, il faut déjà de toute façon être formé. Bon, ça s'apprend. On travaille pas en soins palliatifs sans cette précaution. Et puis, je pense que les qualités principales sont la bienveillance, l'empathie et la générosité. Je pense que après, c'est le propre de tout soignant, je pense, mais peut-être encore plus lorsqu'on travaille en soins palliatifs, parce qu'on va être en face de familles et de patients qui sont particulièrement vulnérables. Et donc, il va falloir avoir ces qualités-là encore plus qu'ailleurs pour pouvoir intégrer une équipe telle que celle-là. Qu'est-ce qui vous distingue d'un service de médecine classique? Alors la singularité de l'unité, je dirais que on a cette chance, c'est d'avoir des règles institutionnelles assouplies. Donc par exemple, comme je le disais, l'intérêt est tourné vers le patient et vers sa famille. Il n'y a pas d'horaire de visite. Donc, de sorte qu'on puisse coller un maximum au quotidien, aux besoins des patients. Si le patient a besoin de dormir une partie de la journée, la famille peut venir en soirée, par exemple. Les animaux domestiques sont autorisés. Il y a possibilité d'avoir, par exemple, accès au repas à tout moment du jour et de la nuit. On a une certaine souplesse au niveau de l'administration et de l'organisation pour pouvoir apporter au quotidien, finalement, un soin personnalisé à chacun, selon ses besoins. Quelles particularités vous pouvez proposer aux familles qui accompagnent les patients dont les situations ne sont pas forcément faciles à vivre? Déjà, on leur propose un temps et un espace à l'unité. Comme je le disais tout à l'heure, il y a possibilité de loger sur place, parce que parfois les familles habitent loin et donc besoin dans cet espace qui est particulièrement intense, de ce temps où on se resserre vers son proche, besoin du coup de se rapprocher aussi. Donc possibilité de loger sur place, de prendre les repas en compagnie de son proche malade, possibilité de dormir dans la chambre même. Et puis notre accompagnement, l'équipe s'occupe également de l'aidant principal. Donc il va pouvoir rencontrer la psychologue, le médecin, l'assistante sociale si besoin. On va être à la fois présent pour le patient, mais aussi pour sa famille. Un patient peut faire des séjours temporaires chez vous. Est-ce qu'il peut en faire plusieurs? Est-ce qu'il peut en faire qu'un seul? Comment ça se passe pour un séjour temporaire? Alors c'est pareil, donc la demande se fait par le médecin référent, et puis donc on va proposer, s'il y a des conditions de séjour, de date de séjour par exemple. On sait qu'il y a des aidants qui profitent de ce séjour-là pour partir en vacances ou aller voir la famille ailleurs, et ayant moins de contraintes à ce moment-là. Et donc on va organiser, les répits s'organisent sur 2 à 3 semaines, et donc avec une entrée directe via le domicile dans le service, et pareil, une sortie directe à l'issue du séjour. Il n'y a pas de limite de nombre de séjours annuels, c'est vraiment en fonction du besoin, on va l'organiser. Il faut que ça ait du sens quand même. Si le patient est plus souvent à l'hôpital qu'à la maison, c'est plus un répit. Voilà. Et donc voilà, ce sont les seules contraintes. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les équipes médicales du domicile et également du paramédical? En fait, on a coutume de respecter les souhaits du patient et donc de poursuivre la prise en charge avec ses soignants, ses équipes habituelles. Donc si le patient rentre, qu'il était à la maison
suivis par une infirmière libérale, un médecin généraliste, une équipe de prestataires ou d'HAD. À la sortie, on va interpeller ces mêmes référents pour assurer la continuité de la prise en charge. Selon vous, comment les prestataires de santé comme Adam soulagent-ils les hôpitaux et les proches ? Mais déjà, en assurant cette continuité, lorsque nos patients sont hospitalisés, on a besoin d'être assuré qu'il y ait la même qualité de soins à la maison. Les patients en soins palliatifs sont souvent des patients qui ont besoin de soins lourds, des soins techniques parfois, avec des pompes à morphine ou des besoins de matériel dans tous les domaines de spécialité. Et donc, le fait que nous puissions avoir accès à des prestataires permet d'avoir cette technicité, ce service et le suivi à la maison. Et donc, ça permet aussi d'accéder aux souhaits du patient, qui est quand même de rentrer à la maison. C'est quand même le meilleur endroit pour vivre. Et donc, ces équipes de prestataires comme Adam permettent permettent d'aboutir à ce projet-là. Et donc, c'est indispensable pour nous dans la prise en charge. On passe un relais, réellement. Quelle est la plus grande idée reçue sur les soins palliatifs ? C'est ce que j'ai coutume de dire, c'est de ne pas faire l'amalgame entre soins palliatifs et fin de vie. On entend en plus actuellement énormément la loi sur la fin de vie, donc on a tendance du coup à résumer les soins palliatifs par cette fenêtre-là. Or, ça nous dessert et ça dessert également les patients parce que du coup, on se cantonne sur les quelques derniers jours de vie. Or, si on pense à nous très précocement, comme c'est maintenant l'objectif, c'est de pouvoir être intégré pendant les soins oncologiques pour que le patient, la famille puisse apprendre à connaître l'équipe et à nous interpeller lorsque les besoins, malheureusement lorsque la pathologie évoluera défavorablement, de pouvoir interpeller les uns et les autres lorsque ça sera nécessaire. Donc, les soins palliatifs, c'est vraiment dès lors qu'on sait qu'on ne guérira pas de ce cancer, mais que les traitements oncologiques vont permettre de maîtriser l'évolution. Et donc, les soins palliatifs vont intervenir pour traiter les symptômes autour de cette maladie. Il faut savoir que, par exemple, en unité de soins palliatifs, le profil des patients, il y a pour 2/3 ce sont des patients qui sont atteints d'un cancer, et le dernier tiers, c'est en partie des patients qui ont une insuffisance d'organes terminales, type insuffisance cardiaque, insuffisance rénale ou respiratoire, et la dernière proportion, le dernier nombre, ce sont des patients qui ont une atteinte neurologique, type maladie de Charcot, et donc selon les pathologies, on a différentes problématiques, différentes réflexions à mener aussi, tout au long de la pathologie. Donc on ne se cantonne pas à cet espace de prise en charge qu'est la fin de vie. Oui, les soins palliatifs ne sont pas une prise en charge commune, mais bien une prise en charge adaptée et personnalisée à la pathologie et au patient. Tout à fait. Et intégrée à son parcours, en fait. L'idée, c'est vraiment que dès l'annonce du diagnostic de cancer ou l'annonce de diagnostic d'une maladie autre, qui aurait une issue fatale, de pouvoir avoir accès à une équipe pluridisciplinaire et à tout moment du parcours. D'avoir une ressource quand il y a besoin pour le patient et pour sa famille, tant à la maison qu'à l'hôpital. Pourquoi est-il important de parler des soins palliatifs aujourd'hui ? Les soins palliatifs sont particulièrement là sous les projecteurs parce qu'il y a une évolution du cadre légal. Notre discipline, peut-être encore plus que certaines, est cadrée par un cadre légal parce qu'on parle de traitement, on parle d'obstination déraisonnable, on parle maintenant de faire évoluer le cadre légal vers une aide à mourir. Donc c'est important qu'on puisse savoir de quoi on parle et de pouvoir définir exactement le champ de nos compétences et le champ d'action pour que le patient ait confiance dans sa relation avec le médecin et l'équipe qu'il a en face de lui et que les soignants ne fassent pas n'importe quoi, bien sûr, qu'on soit garanti de ça. D'accord. Donc l'importance de former et d'informer au plus grand nombre sur les soins palliatifs. Oui. Ça fait partie des missions. Lorsqu'on s'engage dans cette discipline, on s'engage aussi à diffuser une culture de soins. Cette culture, je vous le disais, de pluridisciplinarité, de hiérarchie horizontale, de partage de connaissances pour centrer sur le patient, coller au mieux à ses besoins. Et donc, pour diffuser cette culture palliative, on va passer par des témoignages, des reportages comme on fait là, de l'enseignement en formation initiale et continue dans toutes les écoles, médecins, infirmières, manip radio, ambulanciers, et j'en passe. Et donc, le but, ça va être de pouvoir diffuser cette connaissance et pouvoir aussi faire connaître nos valeurs de soins, qui peuvent être appliquées dans toutes les disciplines finalement. Si vous deviez expliquer les soins palliatifs en une phrase, que diriez-vous ? Alors je dirais que les soins palliatifs, ce sont des soins proportionnés, c'est-à-dire qu'on va tout ce qu'on va entreprendre, ça va être centré sur le patient.
sa qualité de vie, centré également sur sa famille. Et donc, peut-être pour conclure, c'est que les soins palliatifs, c'est vraiment du partage. On donne beaucoup. Hein, on nous dit souvent, ça doit être dur de travailler en soins palliatifs. Ben, on donne beaucoup, mais on reçoit énormément. Et donc, peut-être pour conclure, les soins palliatifs, c'est tout ça. C'est tout ce partage qu'on peut avoir avec les familles, avec les collègues, avec les patients. Donc voilà.